la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Qui dit vendredi dit JE. Donc, ce soir, le reportage, c'est sur les jeunes qui sont forcés à la faillite. Il y en a de plus en plus. Ils dépensent sans compter. On dirait qu'ils travaillent à l'Office de consultation publique de Montréal. Exactement. Je t'en parle brièvement. Bon comparatif après la semaine que l'on vient de passer. Ouais. Jean-François Cloutier, Marie-Claude Paradis-Desfossés, Philippe Langlois de notre bureau d'enquête vont porter ce sujet-là ce soir à 21h à JE. On a rencontré beaucoup de jeunes de moins de 25 ans qui sont poussés à la faillite pour plusieurs raisons, mais la base de ça, c'est bien sûr leur taux d'endettement, sans surprise, sine qua non à la faillite, l'inflation, puis la mauvaise gestion aussi des finances. Il y en a de plus en plus. En fait, c'est au Québec qu'il y en a le plus. Alors, mettons ça simplement. Je vous présente tout de suite un extrait de l'émission de ce soir de ma savante collègue Paradis-Desfossés, et ensuite, on reviendra parler de terrorisme, Richard. Là, encore là, c'était un bon emploi, mais étudiant, n'ayant pas d'expérience, c'était un peu t'es au salaire minimum, là, tu fais pas les grosses payes. Je voulais un petit peu montrer que ça allait très bien. Là, maintenant, je pense, puis il y a des dépenses qui sont très chères là, pour une jeune qui sait pas trop comment s'y prendre. Elle se sépare de son copain et doit désormais payer seule les factures. Sa marge de manœuvre financière rétrécit. Puis, le coup de grâce, un accident de voiture. J'assure juste d'un côté. Malheureusement, j'accidente la voiture, puis là, je suis gelé, hein, fait que j'ai des montants à payer dessus qui sont vraiment plus élevés. GF? J'avais des factures déjà un peu en retard. Là, tu dis, OK, j'étais peut-être capable de gérer ça avant, mais là, c'est comme quand on parle dans des milles. Moi, à 20 ans, je pouvais pas penser à ça, là. En octobre 2020, elle déclare faillite pour un montant de 14 668 $. Félix, je sais que dès qu'il y a un problème social, on se tourne vers l'école en disant l'école va régler ça. Cela dit, est-ce qu'il y a des cours de littératie financière, d'initiation à la vie économique? Quand j'étais jeune à l'école, on avait ça. On ouvrait un compte de banque puis ils nous montrait comment ça fonctionnait, les comptes de banque, tout ça. Est-ce qu'il y en a des cours comme ça maintenant au Québec? Ouais. Là, il faut parler de ce qui est en train de se passer parce qu'il y a une composante dans tout ça, tu seras d'accord avec moi, qui nous fait penser à du terrorisme, n'est-ce pas? Avec le fait de tirer sur deux... Non, je te parle de JE, là. Je reviens sur genre, il y a eu un petit problème technique, okay. là. Mais J'étais en avance dans ta ta chronique. Non, je te parle de JE. Je dis, dès qu'il y a un problème social, on pèle ça dans la cour de l'école. Est-ce qu'il y a des cours de littératie financière qui sont donnés aux jeunes actuellement? Il y en avait quand j'étais jeune, cours d'initiation à la vie économique, on ouvrait un compte de banque, ils nous montraient l'ABC de la finance. Est-ce qu'il y a ça dans les écoles présentement au Québec? C'est ça. On cherche qui est le coupable. On a appelé, nous, l'Association des banquiers canadiens en disant, avec l'inflation et tout, pourrait-on resserrer l'accès au crédit chez une certaine tranche d'âge? La réponse a été pas de commentaire. Par contre, les spécialistes qu'on a interviewés à ce sujet parlent exactement de ce dont tu parles, la littératie financière qui, depuis des années, se fait moins présente dans le cursus des différentes écoles secondaires du Québec, qui fait en sorte qu'on est moins éduqué aux finances et qui fait en sorte qu'on sait moins faire un budget. Et donc. Le résultat de ça, c'est que tu as 20 ans puis tu es en faillite technique parce que tu gères mal tes affaires. Un peu comme la majorité des Québécois. Hein? Les adultes sont sa finance puis sa carte de crédit. Fait que les parents, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre, comme on dit. Alors, on a tiré sur 2 écoles juives. Ouais. Bernard Drainville dit c'est du terrorisme. Écoute, moi, j'ai tendance à être d'accord avec lui. On veut créer un climat de terreur dans une communauté. Donc, exactement. C'est la définition du terrorisme. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? En fait, la définition au Larousse là, du terrorisme, c'est un ensemble d'actes violents, d'attentats, de prise d'otages, etc., commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, exercer un chantage sur un gouvernement, satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système. Avouons que si on regarde ce qui a été commis contre les écoles juives, des coups de feu, ça pourrait correspondre à une définition de terrorisme. Bernard Drainville a sans doute pas tort
d'employer ces mots. Par contre, ça semble ne pas se coller à la définition juridique du terrorisme. Tu vas voir où je m'en vais là-dedans parce que c'est assez important. Depuis hier soir, on se pose beaucoup de questions dans les milieux policiers si on ne devrait pas déclencher la structure de gestion policière contre le terrorisme. Ça, c'est une structure policière, là, c'est un grand acronyme, SGPCT, mais au final, ça regroupe le SPVM, la Sûreté du Québec, la GRC, la Police de Québec, et ça gère les événements terroristes. La phase 1 de la SGPT, c'est une phase de veille, c'est-à-dire que avec du renseignement policier que l'on obtient, d'ailleurs, Londres a averti le Canada hier de possibilités d'attentats, on se met en mode veille, et là, nos oreilles, tu vois, puis nos yeux là font des 360 et on est plus ouvert à toutes les informations. Ça n'a pas été déclenché encore, cette structure-là. Okay. Donc, ce que ça nous dit, c'est que les policiers, dans le cas de Montréal, et c'est ce qu'on me confirme, j'ai vérifié ce matin encore, ne savent toujours pas si c'est l'œuvre d'un loup solitaire ou des loups solitaires motivés par ou organisés dans aucun groupe, ou c'est l'œuvre de quelqu'un qui fait partie d'un groupe extrémiste qui a décidé de poser une action politique et tout et tout. Je pourrais te mettre en parenthèse, Richard, que la question du terrorisme et du loup solitaire est sujette à énormément de débats en France, notamment. On la débat beaucoup. Parce que la question, c'est la question qu'on se pose. Moi, à chaque fois que j'entends parler de loup solitaire, je me dis, ça prend combien de loups solitaires pour qu'on puisse parler d'une meute? Ben justement, puis ça fait débat au Royaume-Uni aussi depuis une décennie. Ce qu'on dit, c'est que finalement, on commence souvent à parler de loup solitaire, mais quand on regarde par quelle culture religieuse, laquelle nous voulons, a été influencé ce loup solitaire, ben souvent on va verser vers le terrorisme. Alors tu vois, c'est pas clair comme ça. Ce qu'on sait qui est clair, par exemple au Canada, puis même à ça. Il y a des petites zones d'ombre, mais c'est la définition judiciaire du terrorisme. Et si tu regardes au cours des dernières années, tous les crimes que l'on aurait pensé être punis par une accusation criminelle de terrorisme, ça existe au code criminel. C'est le fédéral qui fait les lois au Canada, puis ça existe, ne l'a pas été. Richard Henry Bain, tu te rappelles de l'attentat au Métropolis? Ben oui. Tu te rappelles qu'il a crié « Les Anglais se réveillent ». Il a tué Denis Blanchette, il a blessé Dave Courage. Et là... évidemment, semer la terreur comme ça, et la notion de terrorisme était sur toutes les lèvres, mais le DPCP, le ministère public, s'est pas lancé de cette avenue-là. Pas du tout, parce que tu vois, on a finalement trouvé Parce que c'était dur à prouver, donc ils ont dit on s'en sort pas là-dedans. Ben, oui, aussi. Il y avait une composante chez Bain, exemple, de problèmes psychiatriques. Puis il avait tenté d'obtenir une déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. C'est une saga judiciaire énorme. Mais tu vois, il a quand même été reconnu coupable de meurtre non prémédité. Non prémédité. Selon moi, Félix, n'importe qui est prêt à tuer pour une cause souffre d'une façon ou d'une autre de troubles mentaux et psychologiques. Là, c'est qu'on est... Le système canadien est un peu peureux pour déposer des accusations de terrorisme. Même l'accusation camion de bélier de Toronto, même l'affaire du camion bélier de Toronto, le Incel là, qui a foncé sur tout le monde, je me rappelle, j'y étais, on n'a pas déposé d'accusation de terrorisme. Pourquoi? Parce que ici, au Canada, si on est capable de reconnaître quelqu'un coupable d'un meurtre au premier degré, il va faire 25 ans ou une peine à perpétuité, si l'on veut. C'est la même peine que s'il avait été déclaré coupable de terrorisme à peu de choses près. Donc, le tribunal se lance souvent dans cette avenue-là, faute d'idéologie qui soutiennent d'idéologie eux-mêmes pour dire on fait un débat social, que la peine sera aussi sur un débat social de terrorisme. C'est un peu compliqué, mais c'est fascinant ces affaires-là. Oui. Des choses. Écoute, on peut s'en reparler bien sûr lundi. On écoute JE ce soir sur les faillites chez les jeunes. Merci, bon week-end, Félix. Ça marche. Salut. Au revoir. Avis à la gauche.